Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo sur Gargantua qui va concerner la clôture de l'œuvre. Donc le passage sur l'abbaye de Thélème qui va consister dans l'étude des chapitres 52 à 58. Alors le chapitre 52, ce sera la décision de construire l'abbaye après les guerres picrocolines pour récompenser frère Jean. 53, la description extérieure de l'abbaye. 54, l'inscription sur la porte. 55, la description intérieure de l'abbaye. 56, la mode des télémites. 57, les règles de vie de l'abbaye. Et enfin, l'énigme finale. Alors, le chapitre 52, comment Gargantua fit bâtir pour le moine l'abbaye de Thélème. Donc, le moine, il s'agit évidemment de frère Jean des Entomeurs, qui a brillé lors des guerres picrocolines, qui a sauvé très souvent l'armée de Gargantua. Et il ne restait plus que le moine à pourvoir. Donc Gargantua, au chapitre précédent, a donné des récompenses à tous ses capitaines. Gargantua voulait le faire abbé de Seuillé, mais il refusa. Seuillé, c'était l'abbaye qui avait été attaquée par les moines, enfin par les soldats de Picrocolle et que frère Jean avait précédemment sauvé. Donc il refuse et Gargantua va donc décider de laisser choisir sa récompense finalement à frère Jean qui demande lui-même « Donnez-moi de pouvoir fonder une abbaye à mon idée ». La demande plut à Gargantua et il lui offrit tout le pays de Thélème, au bord de la rivière de Loire, à 2 lieues de la grande forêt du Port-Huot. Et le moine demanda à Gargantua de faire le règlement de son couvent à l'inverse de tous les autres. Donc ça va être une abbaye hors du commun, dans tous les sens du terme. Il explique d'abord... Gargantua, effectivement, commence à expliquer que toutes les abbayes sont murées, donc il ne faudra pas bâtir de murailles autour. Et le moine dit certes. Il explique aussi que dans les couvents, il est l'usage qu'aucune femme n'entre, donc dans ces cas-là, on décrète qu'il y aura aussi des femmes. Et on décrète aussi qu'il n'y aura pas d'horloge ni de cadran, mais qu'au contraire, on laisserait l'occasion déterminer, ou l'opportunité déterminer les usages, c'est-à-dire que dans cette abbaye, il n'y aura pas de règles, c'est-à-dire à 4 heures du matin, on se lève pour les matines. Les règles des abbayes sont très très dictées par les heures de la journée. Donc au contraire, dans l'abbaye de Thélème, il n'y aura pas d'éléments. Et surtout, à cette époque, on ne mettait au couvent les femmes que borgnes, boiteuses, bossues, laides, usées, folles, insensées, infirmes et tarées, ni les hommes que malades, mal-nés, niais, etc. Puisque ce que dit le moine, il demande à Gargantua, à propos, une femme qui n'est ni belle ni bonne, à quoi vaut-elle? Gargantua dit à mettre au couvent. C'est-à-dire qu'on mettait les rebuts, entre guillemets, au couvent. Chose à laquelle s'oppose finalement le moine et qui illustre bien aussi la pensée de l'époque. Donc là, on va mettre non pas des femmes avec des défauts, entre guillemets, dans l'abbaye, mais au contraire, il fut ordonné qu'on ne recevrait là que les belles, bien formées, bien constituées, et les beaux, bien formés, bien constitués. De la même manière, l'abbaye va être mixte. Il fut décrété qu'il n'y aurait pas de femmes sans que n'y fussent les hommes, ni que les hommes sans que n'y fussent les femmes, donc couvent mixte. Il fut établi que tant que les hommes, que les femmes ne seraient reçus de là, ne sortiraient quand bon leur semblerait librement et entièrement, c'est-à-dire autre règle importante, à l'abbaye de Thélème, on peut entrer et surtout sortir quand on veut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de claustration ad vitam aeternam. Il fut institué qu'on puisse là honorablement être marié, que chacun soit riche et vive selon sa liberté. Pour l'âge légitime, les femmes y étaient reçues de 10 à 15 ans, les hommes de 12 à 18 ans, donc une abbaye véritablement hors du commun. Au chapitre 53, vous voyez que j'ai pas retenu forcément grand-chose. Il s'agit de la description extérieure de l'abbaye. Donc ce chapitre a un petit peu moins d'importance parce que c'est un chapitre d'architecture. Alors il faudrait essayer de dessiner, j'ai envie de dire, une abbaye en suivant les éléments de Rabelais. Certains, vous trouverez très certainement sur Internet des représentations de l'abbaye de Thélème en suivant ce chapitre, ce qui est très intéressant à faire, mais très difficile véritablement de retenir tous ces éléments-là.
En tout cas, on peut quand même retenir que dans cette abbaye, on a belle grande librairie de livres en grec, latin, hébreu, français, toscan et espagnol, répartis sur les divers étages selon les langues. Donc ce qui compte, c'est un très beau lieu avec une bibliothèque bien pourvue. Avec des merveilles d'architecture, de richesse, de savoir aussi. Donc cette description extérieure. Au chapitre 54, l'inscription mise sur la grande porte de Thélème. Donc sur la porte de l'abbaye, on a donné quelques consignes. Alors j'ai retenu les plus importantes. Ici, n'entrez pas, hypocrite, bigot, vieux matagot, marmiteux, boursouflé. Donc, encore une fois, hein, le narrateur se fait plaisir avec cette espèce de petit poème. Donc, on enlève tous les faux dévots, hein, si l'on peut dire. Ici, n'entrez pas, juriste, mâche-foin, clerc, basochien, mangeur du petit peuple. Donc, tous ceux qui peuvent exploiter les gens avec leur savoir sont bannis aussi. Ici, n'entrez pas, vous, usurier, avare, baffreur, glouton qui toujours amassé. Donc, les gens qui thésaurisent ne sont pas les bienvenus non plus. Ici, n'entrez pas, vous, rassauter matin, ni le soir, ni le matin, vieux grognon et jaloux. Donc, on n'entre pas les gens de mauvaise compagnie. Ici, entrez, au contraire, donc, soyez les bienvenus, à la bonne adresse, tous nobles chevaliers. Ici est le lieu où les revenus sont bien arrivés, afin que vous soyez entretenus, grands et petits, tous à milliers. Vous serez mes familiers et mes proches, galants, gaillards, joyeux, plaisants, mignons, en général, tous les gentils compagnons. Donc, il s'agit bien ici d'une abbaye où on va vivre en bonne harmonie et ainsi sont invités à entrer tous les gentils compagnons, contrairement à tous ceux qui sont bannis et qu'on a donnés avant. Ici entrez, vous qui annoncez le Saint-Évangile en sens agile, quoiqu'en gronde, ici vous aurez un refuge et forteresse. Donc, encore une fois, l'évangélisme de Rabelais. Il s'agit dans cette abbaye de prêcher l'évangile, donc la parole divine au plus proche de ce qu'elle est dans le texte. Et enfin, ici entrez, vous, dames de haut parage, en libre courage. Donc encore une fois, on fait un appel aux femmes pour qu'elles viennent dans cette abbaye. Donc il y a des belles femmes. Comment était le manoir des Télémites? Le chapitre 55. Alors de la même façon, en fait, si vous considérez l'organisation de la fin du roman, 53, description extérieure, on s'arrête à la porte, 54, 55, on entre. Donc c'est la description de l'intérieur de l'abbaye. On suit véritablement un plan logique, donc je ne détaille pas l'intérieur de l'abbaye, un petit peu comme l'extérieur. C'est intéressant si vous voulez faire du dessin et une représentation de ce que peut être l'abbaye de Thélème, comme on peut le faire avec la casquette de Charles Bovary, hein, au début de Madame Bovary de Flaubert. Donc, description de l'intérieur, avec les différentes salles, encore une fois, hein, c'est richesse, merveilles d'architecture, d'ameublement, etc. Chapitre 56, la mode des Télémites. Comment étaient vêtus les religieux et religieuses de Thélème? Alors, quelques points à retenir. Les dames, au commencement de la fondation, s'habillaient selon leur plaisir et leur choix. Donc, encore une fois, l'important, c'est de choisir son vêtement. Donc, pas de robe d'abbesse ni de religieuse, hein, très austère. Au contraire, elles se réformèrent spontanément de la façon qui suit. Donc, et là, on décrit la très belle mode des femmes à l'abbaye de Thélème, les robes selon les saisons. Alors ensuite, c'est une description de tissus, d'ornements, de draps d'or, de toiles d'argent, etc. avec tous les ornements de la mode féminine. L'ornement de la tête variait selon le temps, en hiver à la mode française, au printemps à l'espagnole, en été à la Toscane. Les hommes aussi sont habillés à leur mode, avec autant de raffinement que les femmes. On est vraiment dans la séance Christina Cordula. Mais il y avait telle harmonie entre les hommes et les femmes que chaque jour ils étaient vêtus de parures semblables. Et en plus, les hommes s'accordent aux femmes. Pour ne pas manquer le coup, certains gentilshommes avaient pour mission de dire aux hommes chaque matin quel costume les dames voulaient porter. Donc en plus, ils sont tous assortis. Et autour de l'abbaye, pour que on puisse fournir ces très beaux habits, eh bien, il y a une sorte de, je ne sais pas si on peut appeler ça un centre commercial, mais en tout cas un centre pour créer tous ces vêtements et toutes ces parures, avec des orfèvres pour les bijoux, des marchands de pierreries, des brodeurs, tailleurs, fileurs d'or, veloutiers, tapissiers, autres hôtelissiers. Donc tous les métiers de la mode sont à disposition à côté de l'abbaye.
Et les tissus sont fournis par les mains du seigneur de Nausicythète, donc un seigneur qui se trouve aussi dans l'Odyssée. Donc voilà pour ce chapitre 56 sur la mode des Télémites. Chapitre 57, alors celui-là, c'est le chapitre très très important de la clôture du roman. Comment étaient réglés les Télémites dans leur manière de vivre. Alors ici, on va vraiment aboutir à une sorte de cité idéale. On trouve ce passage dans les manuels scolaires en tant qu'utopie rabelaisienne. Donc toute leur vie était employée non selon des lois, statuts ou règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Donc ça, très important, le libre arbitre, fais ce que tu voudras, hein, c'est ce qu'on a sur la porte de l'abbaye. Ainsi l'avait établi Gargantua. Dans leurs règles, il n'y avait que cette clause, donc fais ce que tu voudras, parce que des gens libres, bien nés, bien éduqués, ont par nature un instinct qui les pousse toujours à agir vertueusement et les retire du vice. Ils le nomment honneur. Donc tout simplement, pas besoin de règles, parce que quand on est bien né, bien éduqué, on suit la bonne règle par instinct. Et au contraire, quand on défend des choses, on va le convoiter. Car nous entreprenons toujours les choses et défendues et convoitons ce qui nous est refusé. Donc la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Par cette liberté, ils entrèrent dans une louable émulation de faire tout ce qu'ils voyaient plaire à l'un d'eux. Donc grâce à cette liberté, ils vont faire une sorte de compétition de vertu. Ils étaient si noblement instruits qu'il n'y avait parmi eux personne qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler 5 ou 6 langues et composer dans ces langues aussi bien des vers que des discours bien liés. Donc importance de l'éducation, parce que grâce à l'éducation, les Télémites peuvent vivre sans règles. Donc c'est ce qui les guide aussi vers la vertu, leur naissance et leur éducation. Et jamais, donc le résultat, c'est que jamais on a vu chevalier si prude, si preux, si galant, donc si doué, des dames plus élégantes, plus mignonnes, moins revêches, plus savantes aux travaux manuels, etc., à tout acte féminin honnête et libre, que celles qui étaient là. Donc on a des gens parfaits, grâce à la liberté. Et pour cette raison, quand le temps était venu où l'un d'eux voulait sortir de l'abbaye, eh bien, il emmenait avec lui une dame, si c'est un homme, et ils avaient si bien vécu à Thélème en confiance et amitié qu'ils continuaient encore mieux dans le mariage. Donc on sortait quand on voulait, quand on sortait, on se mariait, très souvent en dehors de l'abbaye, avec une femme de l'abbaye, et le mariage se passe de la meilleure manière possible. Et enfin, dernier chapitre, je ne veux pas oublier de vous écrire une énigme qui fut trouvée dans les fondations de l'abbaye. Elle était comme s'ensuit. Donc, dernier chapitre, l'énigme en prophétie. Alors, texte en vers, un petit peu compliqué à comprendre, volontairement obscur puisqu'il s'agit d'une énigme en prophétie, donc à la fois quelque chose de compliqué et qu'il faut interpréter, mais qui annonce l'avenir. Pauvres humains, qui bonheur attendez, élevez vos cœurs et entendez mes paroles. Un avertissement, un avis à celui qui écoute. Je fais savoir à qui le veut entendre que cet hiver prochain, en ce lieu où nous sommes, il sortira une manière d'hommes lassés du repos et fâchés du loisir, qui iront franchement et en plein jour suborner les gens de toute qualité. Donc attention, il va y avoir un arrivage d'hommes qui ne sont pas contents de vivre tranquillement et qui vont mettre le bazar, suborner les gens de bonne qualité, c'est-à-dire vous avez un séduire, corrompre, mettre le bazar. Exemple, le fils hardi ne craindra pas la honte de se liguer contre son propre père, même les grands sortis de nobles lieux, par leur sujet, se verront assaillis, donc bazar général. Et le devoir d'honneur et respect perdra alors tout ordre et hiérarchie, car ils diront que chacun à son tour doit aller haut, puis s'en retourner. Alors, il n'y aura plus du tout de règles dans la société, puisque ces hommes qui vont mettre le bordel vont dire que chacun peut s'affranchir de tout et aller haut, c'est-à-dire pouvoir s'élever dans la société, sortir de son rang. Il faut bien penser qu'on est dans une société d'ancien régime avec des ordres et des hiérarchies. Et ensuite, ils vont s'en aller. Alors on verra maint homme de valeur mourir en sa fleur et vivre bien pedant. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de guerre de tous contre tous, comme dirait Hobbes. Alors, les hommes sans foi n'auront pas moins d'autorité que les hommes de vérité. Ce sera le bazar, on ne pourra plus se fier à personne. Les gens qui n'auront pas de conviction seront autant respectés que ceux qui en ont et qui disent la vérité, car tous suivront la croyance et le zèle de l'ignorante et sotte multitude. Tout le monde va se lier à des opinions idiotes de masse.
dont le plus balourd sera pris pour juge. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de prime à la stupidité. Le plus idiot dans la multitude passera pour celui qui a raison. Ô dommageable et pénible déluge, déluge je le dis et pour bonne raison. Ce qui va sauver ensuite, ce qui va arriver, c'est un déluge, car ce travail ne passera pas de saison, et la terre ne sera pas délivrée jusqu'à ce qu'il sorte rapidement des eaux soudaines. C'est-à-dire que ça va être le bordel tant qu'il n'y aura pas un déluge. En combattant, seront pris et trempés et à bon droit. Donc les séditieux vont être noyés, pour dire simple. Et il sera fait, non pas un sacrifice aux dieux, comme dans les déluges mythologiques, mais un sacrifice aux mortels, c'est-à-dire que le déluge va sauver les hommes. Je vous laisse à penser comme le tout pourra évoluer et quel repos en dispute si profonde aura le corps de la machine ronde. Donc ensuite, il va y avoir une phase d'apaisement, d'accalmie pour la terre et aussi pour les balles de mousquet, parce que le déluge va arrêter à la fois la guerre et va reposer la terre, hein, ça va calmer tout le monde. Et enfin, avant cette ruine et perte, donc avant cette grande aventure, il y aura alors le déluge et puis une sorte d'éclipse. Et avant cette ruine et perte, elle aura longtemps montré sensiblement un violent et si grand tremblement, donc il y aura des tremblements de terre. Elle sera en peu d'heures rangée en triste état, donc là ça va devenir la catastrophe, une sorte d'apocalypse. Hein. Alors sera le temps bon et propice de mettre fin à ce long exercice, car les grandes eaux dont je vous ai parlé feront que chacun pensera à la retraite. Donc là, ça y est, le grand déluge va amener à la retraite, c'est-à-dire à l'abandon de la bataille, au retrait de la guerre. Et avant de partir, il y aura une grande chaleur, l'âpre chaleur d'une grande flamme allumée pour terminer les eaux et l'entreprise. Donc encore une fois, une période de grande chaleur ou de grand incendie, hein, on ne sait pas trop, pour clôturer le déluge. Reste après la fin de ces accidents que les élus, donc après ce déluge, cet incendie, donc cet apocalypse, les élus seront enrichis de tout bien et de manne céleste, donc seront sauvés et enrichis, et en plus d'une récompense honnête, et ceux qui ne sont pas élus, effectivement, seront appauvris et misérables. Voilà, prédiction d'Apocalypse pour l'énigme. La lecture de cette inscription achevée, Gargantua soupira profondément et dit aux insistants. Ça ne date pas d'aujourd'hui que les gens amenés à la croyance évangélique sont persécutés. Mais bien heureux, celui qui ne sera pas scandalisé et qui tendra toujours au but, à la cible que Dieu, par son cher Fils, nous a fixée. Donc les évangélistes sont persécutés régulièrement, mais il ne faut pas dévier du point que Dieu nous a fixé, c'est-à-dire il faut continuer à suivre la parole de Dieu et à vivre selon ses préceptes. Donc on ne s'éloigne pas de ce qui est dit, hein, contrairement aux gens pendant cette prophétie qui ont suivi la sotte multitude. Et le moine demande « Que pensez-vous dans votre tête? Que montre et que signifie cette énigme ?» Alors, Gargantua, lui, pense que c'est le cours et le maintien de la vérité divine. C'est-à-dire qu'il faut suivre la règle, ne pas se fier à la sotte multitude pour ne pas être amené dans ce déluge. Et donc, le moine va proposer, lui, son interprétation et le roman va se clore là-dessus, en une sorte de pied de nez, finalement. Et le moine dit, le style est celui de Merlin le prophète, donc on a à la fois Merlin l'enchanteur auquel on peut penser, mais aussi un poète à la mode, donc Merlin de Saint-Gelais, que nous on ne connaît pas, on a tout de suite pensé à Merlin l'enchanteur, hein, dans la geste arthurienne. Il dit que pour lui, c'est une description du jeu de paume. Pour lui, il n'y a que ça, parce qu'il va expliquer, les suborneurs, ce sont des gens qui organisent les parties, qui sont généralement des amis. L'un sort du jeu, l'autre y entre. L'élément rond dont on parle, c'est la balle. Les eaux, le déluge, c'est la sueur.
Et donc, il va tout interpréter selon le jeu de paume. Et surtout, après le jeu, on se repose devant un feu clair et on change de chemise. Donc, on repart sur quelque chose de neuf, d'où la fin du déluge, les élus, etc. Et surtout, on banquette joyeusement et plus joyeusement ceux qui ont gagné et à votre santé. Donc ça se termine par une sorte de pitrerie de frère Jean qui va analyser cette prophétie qui faisait peur de façon joyeuse et amusante. Hein, c'est vraiment cette idée pour terminer l'œuvre sur une note positive et joyeuse. Donc voilà pour cette fin de Gargantua qui laisse libre cours à l'interprétation. Mais l'interprétation de Frère Jean étant la dernière amenée, eh bien finalement on verra bien et ce sera le jeu de paume.